Donc, c'est un projet, en tout cas, le nouveau code du travail est très attendu, en tout cas par les différentes parties intéressées. Et jusqu'à présent, en tout cas, c'est toujours en gestation. Le Burkina même vient de voter un nouveau code du travail. Je pense qu'il est temps pour le Sénégal, en tout cas, de presser le pas. Mais on peut dire que le Conseil du ministre passé a ratifié quand même la Convention 190 de l'OIT qui concerne toujours les travailleurs pour la sécurité et la santé du travail, en prenant en compte tout ce qui est l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Tu sais, d'habitude, quand on parle de tout ce qui est politique de santé et sécurité du travail, on pense généralement aux risques physiques. Accidents de travail, les chutes, les incendies. Mais désormais, avec cette convention de 490 de l'OIT ratifiée par le Sénégal, on va prendre en compte en tout cas les risques psychosociaux. Donc la prévention devient holistique. Vraiment, c'est tous les domaines de la vie de l'employé qui sera prise en compte aussi bien dans la santé que la sécurité au travail. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour en tout cas tous ceux qui s'intéressent aux risques psychosociaux. C'est la convention qui a été ratifiée la semaine passée, en tout cas cette semaine, le mardi dernier par le gouvernement du Sénégal. Merci beaucoup, M. Ndé. Je tiens à rappeler à nos auditeurs que l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail. Alors, on va passer à la prochaine question. C'est l'idée reçue la plus fréquente. On démonte un mythe. Quelle est la radio comme avant, la plus fréquente que vous entendez sur le droit du travail? Le mythe. C'est vrai que les gens pensent que l'employeur peut faire tout ce qu'il veut, que l'employeur n'a pas de limite, alors qu'il faut reconnaître que dans la vie, cela n'est pas possible. Hein. Tout est encadré dans la vie. On ne peut pas se lever et faire tout ce qu'on veut. Donc l'employeur ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Ça, c'est d'habitude les employés pensent que le pouvoir de l'employeur est illimité, alors que le droit du travail encadre le pouvoir de l'employeur. Merci beaucoup pour cette éclaircissement, monsieur. Entre CDI et CDD, c'est les intérims au quotidien. Sur le papier, c'est 3 lettres. Mais dans la vraie vie, CDI, CDD, intérim, concrètement, quelle différence ça fait au quotidien pour un salarié? CDI, contrat à durée indéterminée, c'est indéterminé. Normalement, c'est un contrat signé pour la vie. Quand on dit pour la vie, c'est en tout cas le début du travail jusqu'à la retraite. Ça entraîne la stabilité. On peut avoir la possibilité de faire des prêts bancaires. Mais cela ne signifie pas que si on a fauté ou bien on doit se comporter n'importe comment, on est indéterminément lié à la banque. Non. Mais c'est un contrat qui est très protecteur, qui tranquillise, qui sécurise. Contrairement au CDD qui est limité dans le temps. C'est un contrat à durée déterminée, c'est limité dans le temps. Et normalement, c'est prévu un début, c'est prévu une fin. Le contrat d'intérim, c'est lié à des missions. Donc, normalement, c'est quand il y a des missions à faire dans l'entreprise qu'on fait appel vraiment au contrat d'intérim. Donc, les trois, ce qui les différencie, c'est la stabilité. C'est la possibilité de faire des prêts bancaires, c'est la possibilité en tout cas d'avoir une sécurité de l'emploi. Donc voilà en tout cas la différence qu'on peut dire de manière en tout cas sémantique par rapport aux trois types de contrats. Merci beaucoup, monsieur Ndé. On va passer à la prochaine question. Période d'essai, rupture sans motif. Beaucoup pensent que c'est open bar. Alors, une période d'essai peut-elle vraiment être rompue du jour au lendemain et sans motif? Oui, elle peut être rompue rapidement à tout moment sans préavis par l'une des parties. Parce que l'essai, c'est quoi? C'est les deux parties, l'employeur et l'employé, qui s'apprécient mutuellement durant une période.
chacun apprécie son vis-à-vis. L'employeur essaie de voir si le salarié sera en mesure en tout cas de s'adapter dans le milieu du travail. L'employé également apprécie s'il est dans un milieu qui lui convient. Donc, à tout moment, ce contrat peut être rompu sans préavis par l'une des parties. Mais bon, c'est sûr que il doit y avoir en tout cas un motif. L'essai également n'est pas à une durée. L'essai doit être écrit, c'est des conditions. Il doit être écrit et il ne peut dépasser 6 mois. On ne peut pas indéfiniment être à l'essai. Donc, c'est les conditions. Il doit être écrit et il ne doit pas dépasser 6 mois. Mais il peut être rompu à tout moment et sans préavis par l'une des parties, aussi bien par l'employé, aussi bien par le salarié. Merci, M. Ndeye. Donc, je tiens à rappeler que l'essai, c'est un contrat volontaire entre le salarié et l'employeur. Et il peut être écrit, mais il ne peut pas dépasser 6 mois. On va passer à la prochaine question. C'est à propos des clauses piégeuses du contrat. Attention aux petites lignes. Dans un contrat de travail, quelles sont les clauses les plus piégeuses? Non-concurrence, mobilité du travail. Le mot ne me convient pas en piégeux. Donc, c'est vrai que le travailleur a tendance à penser que l'employeur est capable de lui faire des tours, mais je ne pense pas que volontairement qu'un employeur puisse, en rédigeant un contrat de travail, y inclure des mots pour piéger. Je ne le pense pas. Mais c'est vrai, un contrat, on le lit. Donc il y a des termes qu'il faut bien préciser dans le contrat et qu'il faut bien comprendre dans un contrat de travail. Quand on parle de non-concurrence, par exemple, ça dépend des secteurs. Vous pouvez être dans un secteur, vous signez le principe de non-concurrence peut vous bloquer après votre départ. Donc, je pense que c'est des termes qu'il faut faire attention. Quand il y a dans un contrat non-concurrence, contrat de mobilité, vous signez un contrat, on vous informe dans le contrat que vous devez accepter de travailler partout où la structure en tout cas a un bureau. Donc vous dites oui. Au bout de 2 ans, on vous demande d'aller à Pujuntu, à Ourossogui, vous refusez. Donc ça également, c'est des soucis. Donc il faut bien en tout cas maîtriser les termes de non-concurrence, de mobilité et peut-être même de télétravail si c'est inscrit également dans un contrat. Télétravail sera, je pense que le nouveau code du travail va encadrer cette notion de télétravail, mais également si toutefois dans le contrat il y a cette notion de télétravail, il faut que les conditions soient très claires. En tout cas, il faut toujours lire, toujours comprendre avant de signer. À rappeler encore à nos auditeurs que c'est très important lorsque vous recevez un contrat de quel que soit le type de contrat, c'est toujours important de lire avant d'imposer ou d'apposer votre signature. Prochaine question, on va parler des CDD. Enchaîner les CDD sur poste permanent. Monsieur Ndeye, astuce d'employeur ou hors-jeu total. Un employeur peut-il légalement enchaîner les CDD sur un poste permanent? Non, le CDD est très bien encadré. Donc, globalement, le CDD, à part les exceptions, il y a des exceptions qui sont dans le Code du travail. Il y a des travaux, il y a certains travaux qui nécessiteraient des contrats de CDD qui peuvent durer. Mais en droit commun, le CDD, on ne peut pas signer on ne peut pas signer plus de 2 CDD. Et le CDD est renouvelable qu'une seule fois. En termes clairs, le CDD ne peut dépasser 4 ans au Sénégal, présentement. Donc, on ne peut signer plus de 2 CDD et le CDD est renouvelable qu'une seule fois. L'écrit est nécessaire et il ne peut être supérieur à 2 ans.
Donc, et tout CDD qui dépasse plus de 3 mois doit être en tout cas confié, en tout cas doit être, il est conseillé, même pas conseillé, il est exigé de l'amener au niveau de l'inspection du travail pour en tout cas validation, tout CDD qui dépasse 3 ans. Donc, on ne peut pas enchaîner les CDD de manière pérenne dans une entreprise, excepté les exceptions énumérées dans la loi. Merci beaucoup. Nous allons à présent parler des heures supplémentaires, paiement obligatoire et droit de refus. On reste plus tard, ok. Mais à partir de quand les heures supplémentaires doivent-elles obligatoirement être payées et un salarié peut-il les refuser? Peut-il refuser de faire des heures supplémentaires? Bon, je ne peux pas dire que le salarié peut refuser de faire des heures supplémentaires. Mais les heures supplémentaires, c'est quoi, au fait? On dit qu'on doit travailler pendant une semaine 40 heures. Donc, au-delà de 40 heures, on peut considérer qu'on a fait des heures supplémentaires. Mais c'est réglementé, en tout cas dans toutes les structures. Normalement, il doit y avoir en tout cas des procédures qui indiquent comment ces heures supplémentaires doivent être payées et comment ces heures de travail au-delà, quand on reste au-delà des heures de travail est payé. Parce qu'il peut amener que quelqu'un, durant la matinée, fait autre chose et tarde à rentrer et pense qu'il a fait des heures supplémentaires. En effet. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est réglementé. En tout cas, au-delà de 40 heures, on est éligible aux heures supplémentaires. Maintenant, c'est à chaque entreprise, en tout cas de l'encadrer, qui a droit à des heures supplémentaires, qui doit faire des heures supplémentaires. Même si la loi ne dit pas expressément que les cadres sont exclus des heures supplémentaires, mais c'est une pratique qui en tout cas, qui exclut les cadres des heures supplémentaires, mais nullement la loi n'exclut les cadres de bénéficier des heures supplémentaires. Merci beaucoup, Monsieur Ney. Nous allons passer à la prochaine question. Droit à la déconnexion en 2026. Le mail de 22 heures, on en parle? Le droit à la déconnexion en 2026. Qu'est-ce que ça implique exactement pour le salarié et l'employeur? Ce droit à la déconnexion, vous avez fait, sûrement vous avez lu le droit français, mais ce droit n'existe pas dans le Code du travail sénégalais. Donc ça n'existe pas, ce droit à la déconnexion. Bref, en revanche, ce droit peut être déduit indirectement des règles existantes sur le temps de travail, le repos et la protection de santé du travailleur. Le Code du travail ne contient aucune disposition faisant référence au droit à la déconnexion. Aux outils même numériques professionnels ou à l'obligation pour l'employeur de réguler les sollicitations hors temps de travail. Le droit sénégalais n'est pas à ce niveau présentement. Mais ce droit peut être juridiquement rattaché à plusieurs lois existantes présentement. Donc respect du temps légal, du temps de travail légal et 40 heures par semaine ou 8 heures par jour en principe. On a le droit au repos hebdomadaire. Maintenant, comme vous le dites, est-ce qu'on doit répondre à un mail à 22 heures? Est-ce qu'on doit répondre au téléphone à 21 heures? C'est soit le droit à la déconnexion. Bref, nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau au niveau de notre pays. Mais le bien-être au travail doit être en tout cas au souci de l'employeur, même si le droit ne le régente pas. Mais je pense que ça doit être un souci pour le bien-être au travail doit être un souci pour l'employeur. En effet. L'entreprise, le souci qu'on a pour même penser à ce droit de déconnexion, c'est parce que les entreprises sont devenues le climat est devenu très délétère dans nos entreprises parce que normalement on ne doit pas
penser même à se déconnecter. C'est quoi, on a besoin de toi à 22h parce qu'il y a une urgence, on t'appelle, tu réponds rapidement si tu es dans les possibilités de répondre. Il y a aucun mal à cela pour moi. Mais le climat social est devenu très toxique en entreprise. Il y a peu de postures, beaucoup d'impostures. Les gens se jouent dans... Vous savez, il y a le triangle, ce fameux triangle où on devient souvent victime, après sauveur, des fois on devient quelqu'un qui, en tout cas, qui persécute les gens, on devient persécuteur. Et dans le monde de l'entreprise, les gens ont tendance à occuper ces trois rôles. Donc, le climat est toxique. Alors que l'entreprise, c'est un lieu où on devrait être heureux. Le bonheur devrait y prévaloir, les gens devraient être contents d'y être, les gens devraient être contents même de répondre à une sollicitation vraiment du travail. D'où l'expression ce droit à la déconnexion qui est devenue présentement, je pense même, une exigence pour le droit sénégalais d'y réfléchir, mais je ne le trouve pas en tout cas pertinent, d'autant plus que socialement, peut-être même on n'est pas dans notre culture même, nous, africaines, sénégalaises. Peut-être que ce n'est pas dans notre culture même, nous, de nous déconnecter. Mais c'est devenu quand même, en tout cas, une exigence. Je pense que les travailleurs demandent cela, pensent qu'au-delà des heures du travail, qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Bon, ça c'est exact. Mais répondre à une sollicitation, pour moi, tant que ce n'est pas harcelant, tant que ce n'est pas dérangeant, je pense qu'on peut le faire. Mais bon, en tout cas, les rédacteurs du Code du travail devraient réfléchir à inclure ce phénomène dans notre droit pour mieux l'encadrer. En effet. Alors, télétravail imposé ou refusé? Qui décide vraiment où on bosse? L'employeur peut-il imposer le travail ou au contraire le refuser à un salarié dont le poste est compatible? Oui, le télétravail n'est pas encore encadré en tout cas par nos textes. Maintenant, d'un accord commun, l'employeur et le salarié peuvent tomber d'accord sur l'organisation d'un télétravail. Mais l'employeur ayant l'autorité d'organiser la direction du travail, je pense que le dernier mot l'appartient. Donc le salarié ne peut pas se lever un jour et pour dire que moi je fais aujourd'hui télétravail. Donc il faut obligatoirement l'autorisation de l'employeur pour pouvoir faire le télétravail. Donc j'espère que le nouveau code du travail va encadrer cette notion de télétravail pour permettre peut-être aux gens qui pensent que c'est une bonne chose, en tout cas, de le faire en toute tranquillité. Je pense que le droit est là pour organiser, pour tranquilliser les gens. Et j'espère que le nouveau code du travail prendra en compte les différentes aspirations, aussi bien de l'employeur que des salariés. En effet. Nous l'espérons tous. On va parler de burn-out vers harcèlement moral. On confond tout et n'importe quoi. Quelle est la différence juridique entre burn-out et harcèlement moral et quelles sont les obligations de l'employeur dès le premier signalement? Bon, le harcèlement, c'est un comportement répété, abusif. Ça, je pense que c'est connu la définition. Quand, de manière abusivement et de manière répétée, il y a un comportement qui met mal à l'aise une personne peut parler d'harcèlement. Bon, le burn-out, je pense que c'est un épuisement professionnel. On est fatigué, on est épuisé professionnellement. Donc l'employeur doit être vigilant dès les premiers, en tout cas, signalements. Il doit pouvoir en tout cas comprendre que mon salarié verse vers le burn-out. Et essayer de trouver en tout cas les justes milieux pour le ramener en tout cas à la situation normale. C'est un épuisement professionnel, le burn-out. Ça n'a rien à voir avec l'harcèlement. Parce que l'harcèlement, c'est un comportement en tout cas, comme je l'ai dit, répété et abusif. Mais c'est vrai que l'harcèlement peut amener au burn-out. Ok. L'harcèlement peut amener au burn-out. D'accord.
Et souvent, c'est dans quel cas que l'harcèlement peut emmener au burn-out? Quand tu as un employeur ou bien un supérieur hiérarchique qui ne cesse de te mettre la pression En sur effet. des choses, d'avoir un comportement En effet. répété que vous jugez vraiment inapproprié, vous avez tendance à n'avoir plus envie d'aller au travail. Ça amène l'épuisement même moral et physique. En Donc effet. vous êtes fatigué, ça vous épuise. En effet. Donc, nous allons parler des 3 droits méconnus entre pause, les réductions de temps de travail et les congés. Des droits qui dorment. Quels sont les 3 droits liés aux pauses, aux réductions de temps de travail ou congés payés que les salariés connaissent le moins? Les salariés connaissent le droit, je pense. Les salariés savent qu'ils ont droit à un repos hebdomadaire. En effet. Ils ont droit au congé. Ils ont droit également à une pause. On ne peut pas travailler de manière consécutive qui dépasse même, je pense que éternellement. Donc, il y a ce qu'on appelle les 12 heures consécutives de repos qu'on doit prendre, en tout cas de manière journalière. Mais le problème, c'est, on connaît nos droits, mais comment vraiment jouir, par exemple, des droits de congé? Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit, si on a le droit d'aller en congé, est-ce qu'on peut prendre nos congés comme on le veut? L'organisation des congés également et du ressort même de l'employeur. Parce qu'il y a une continuité des activités qui est une nécessité qui revient à l'employeur d'y veiller. Donc, je peux vouloir aller en congé au mois de juin, mais malheureusement, l'employeur estime que je dois, peut-être qu'il y a des choses à faire, il y a des soucis pour me remplacer. Il me demande de différer mes congés au mois de juillet. Est-ce que je dois refuser? Non, c'est dans la cause. Est-ce que je peux refuser? Et je pense que c'est ça la problématique qui des fois rencontre les employés ont souvent ce souci. Ils programment des choses et l'employeur est là pour leur dire non. Bon, l'employeur, en tout cas, a la direction, a l'autorité pour organiser, en tout cas, le travail. Donc, il ne peut pas refuser indéfiniment des congés, mais il peut différer des congés. En effet. Merci beaucoup, Monsieur Ney, pour ces éclaircissements qui sont vraiment riches. Nous allons poursuivre avec la démission, le licenciement ainsi que la rupture conventionnelle. 3 façons de partir, 3 réalités. Démission, licenciement, rupture conventionnelle. Quels sont les avantages et inconvénients de chaque mode de rupture pour le salarié? La démission, c'est simple. Il faut que ça soit clair. Écrite que vous démissionnez. Donc, c'est sans indemnité. Vous avez choisi de quitter l'entreprise. Donc, si vous avez droit à des congés qui n'ont pas été payés, ces congés vous seront payés. Si toutefois l'entreprise a des 13e, 14e mois, peut-être qu'ils peuvent vous en bénéficier au prorata de votre temps de présence. Le licenciement est encadré. Ça peut ouvrir à des droits. Le licenciement, il y a la faute lourde qui ne donne pas droit à des indemnités. Il y a la faute simple qui peut donner droit à des indemnités. Et la faute grave également peut donner droit à des indemnités. Donc, la rupture négociée, là, c'est l'équilibre qui est cherché. Aussi bien que l'employeur que l'employé, vous décidez d'un commun accord qu'il y ait départ. Donc là, c'est encadré, l'équilibre est recherché avec l'aide de l'inspection du travail. Il y a un accord qui est trouvé. Maintenant, tout dépend de la situation. Donc, ces 3 types de départ, c'est toujours encadré par la loi. Aussi bien la démission, aussi bien que le licenciement, aussi bien que la rupture négociée. Donc,
ces trois types de démission, la démission, le licenciement, la rupture conventionnelle, ces trois réalités sont encadrées par la loi. L'abandon de poste depuis la réforme. Je ne viens plus et alors? Comment fonctionne l'abandon de poste depuis la dernière réforme et ouvre-t-il droit au chômage? Oui, vous ne pouvez pas vous lever comme ça et ne plus aller au travail. Quand on parle d'abandon de poste, mais c'est également bien encadré. Il ne faut pas se précipiter. Quelqu'un qui s'absente 2 ou 3 jours, on parle d'abandon de poste, non. Parce que 2 ou 3 jours également, la personne peut également présenter un certificat médical. En effet. Donc, c'est de plus en plus, on a tendance à l'assimiler à une démission dans l'abandon de poste. Mais c'est encadré par la loi. Je pense que l'employeur est outillé, les employeurs sont outillés pour gérer ce type de phénomène d'abandon de poste. Il y a l'huissier. On peut faire recours à l'huissier. C'est beaucoup plus même prudent pour encadrer la période d'absence et pour constater en tout cas un abandon de poste. Et ça vous fait perdre vos droits, hein, notamment les indemnités. On ne peut pas abandonner son poste et après exiger des droits. Quand on abandonne son poste, on n'a plus droit à des indemnités. En effet. Parce que c'est comme le mot l'indique, abandon. Donc ça vient de votre propre volonté. Alors, faute grave qui tient au tribunal. Faute grave, c'est vite dit. Quels sont les motifs de licenciement pour faute grave qui tiennent réellement devant les tribunaux? Bon, il faut d'abord définir la faute grave. Quand on parle de faute grave, c'est une violation importante qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise. Donc, vous volez. Le vol, on peut considérer comme faute grave. En effet. Le refus même d'obéir peut être considéré comme une faute grave. Vous insultez gravement votre hiérarchie, ça peut être considéré comme une faute grave. Parce que la faute simple, si on la définit comme le manquement léger, mais qui ne justifie pas la rupture d'un contrat, c'est un manquement qui ne justifie pas la rupture du contrat. Ça, on parle de faute simple. En effet. Maintenant, la faute lourde, quant à elle, c'est une faute grave commise avec l'intention de nuire. L'intention de nuire à l'employeur. Donc, c'est là où, après, le juge, parce que c'est le seul juge qui a le dernier mot, le juge qui a le dernier mot pour qualifier la faute de grave ou bien de lourde. L'employeur apprécie, en regardant la jurisprudence, en se basant sur une lecture qu'il fait du Code du travail, peut apprécier en jugeant une faute grave ou bien une faute lourde. Et des fois également, en ne voulant pas payer une indemnité, on peut directement juger une faute lourde pour refus de payer des indemnités. En effet. C'est des Parce que des c'est dans les droits de l'employé. Oui. Bon, après, il appartiendra peut-être si le salarié estime qu'il doit rester en justice, le juge, parce que c'est le dernier recours en tout cas, pour apprécier une faute, pour la qualifier de grave ou bien de lourde. Donc ça dépend en tout cas du juge en dernier ressort pour qualifier une faute de grave ou bien de lourde. Donc, j'ai noté que la faute grave, c'est une faute qui que l'on commet avec l'intention de nuire, soit à l'entreprise ou encore à l'employeur. Ça, c'est la faute lourde. La faute lourde. Ça, c'est la faute lourde. On a vraiment la faute lourde. C'est une faute commise avec l'intention de nuire. En tout cas, à l'entreprise. Alors, on va aller à la prochaine question. Contester après une signature de solde de tout compte. J'ai signé, c'est fichu. Une fois le solde de tout compte signé, un salarié peut-il encore le contester?
signer ne veut pas dire renoncer. Signer ne veut pas dire renoncer. Mais il faut pas traîner également. Il y a des délais limites, donc pour agir vite après signature. Donc, on peut signer un solde de tout compte et après se rendre compte que ce qu'on a eu droit ne nous paraît pas, on n'a pas pris en compte certaines indemnités. Donc, on peut revenir à la charge. Mais les délais sont limités. On ne peut pas de manière vraiment signer après 2 ans revenir pour dire que vous avez oublié de me payer telle ou telle indemnité. Donc, mais signer ne veut pas dire renoncer, mais il faut agir vite quand même. En effet. Alors, licencié pour ses réseaux sociaux. Un like peut-il coûter un job? Un employeur peut-il licencier un salarié à cause de ses publications sur les réseaux sociaux en dehors du travail? Oui, on a qualifié tout à l'heure la faute lourde, une faute en tout cas dans l'intention et de nuire à l'employeur. Si vous faites une publication qui nuit à l'entreprise, cela peut vous coûter votre poste. La liberté d'expression ne signifie pas le droit de nuire. En effet, c'est ça. Donc, l'Internet n'efface pas vos responsabilités professionnelles. C'est pas parce que vous êtes sur Internet que vous pouvez vous permettre des libertinages, comme on dit. En effet. Donc, si vos mots nuisent à l'entreprise peut en tout cas vous sanctionner. Mais comme je dis, le droit du travail, le dernier mot en cas de licenciement, le dernier mot appartient au juge. En effet. Le dernier mot appartient au juge. Mais, en tout cas, un texte ou bien en tout cas un mot qui nuit à l'entreprise, si l'entreprise juge qu'elle doit vous sanctionner, elle vous sanctionnera. Tout à fait. Tout à fait. Alors, 30 minutes de plus chaque jour non payées. Le fameux tu arrives 30 minutes avant. Que dois-je faire concrètement? Que doit faire concrètement un salarié à qui on demande de venir 30 minutes plus tôt chaque jour sans être payé? Le principe du paiement, en tout cas d'un travail, c'est quoi? Travailler sans être payé, ce n'est pas un effort, c'est une irrégularité. Quand on travaille, on doit être payé. En effet. Maintenant, on vous demande de venir 30 minutes avant. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout travail mérite d'être payé. En effet. Donc, si ces 30 minutes font que vous dépassez les 40 heures par semaine, vous méritez en tout cas des heures supplémentaires. Donc l'ouvrier mérite son salaire. Oui, l'ouvrier mérite son salaire. Alors, CDD terminé, mais on continue à bosser. Le contrat est fini, mais je suis encore là. Que risque un salarié dont le CDD se termine, mais qui continue à travailler à la demande du chef sans nouveau contrat? Il ne risque rien. C'est le chef même qui est en train de fauter. Le seul contrat dont on n'exige pas un écrit, c'est le CDI. D'accord. Donc le CDI peut être prouvé par un bulletin de salaire ou bien par un mail qui montre que vous êtes dans l'entreprise. Ça, c'est un CDI. Donc le CDD terminé, mais dont le travail continue, il risque d'être requalifié en CDI. En effet, en Donc, effet. L'employé ne perd rien. C'est l'employeur qui Est perdant. Qui est perdant dans cette histoire. Donc, continuer à travailler sans contrat, c'est souvent tu as un CDI sans le savoir. En effet. En effet. Donc, dans tous les cas, c'est l'employé qui perd, mais pas l'employeur. Non, l'employé ne perd pas. L'employé l'employeur, continue de travailler. C'est l'employeur, en tout cas, qui prend le risque en effet, d'être avec un salarié qui n'a pas, je ne dirais pas qu'il n'a pas de contrat, mais en tout cas, qui l'employeur pense que
c'est le CDD qui est en train de continuer, En effet. alors que le CDD juridiquement doit être écrit. Le seul contrat dont l'écrit n'est pas exigé, C'est le CDI. c'est le CDI. Donc un CDD terminé, le travailleur continue d'exercer, c'est un CDI qu'il a présentement dans l'entreprise. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dey. Prochaine étape. Première démarche gratuite avant l'avocat. Pas besoin de payer d'entrée. Pour un salarié en conflit avec son employeur, ce sont des cas qui sont très fréquents. Quelle est la toute première démarche gratuite à effectuer avant de consulter un avocat? Il faut éviter le conflit d'abord. Je pense que le conflit avec l'employeur est à éviter. C'est logique. Et je pense que dans l'entreprise même, ils peuvent avoir des sages, en tout cas des délégués, du personnel qui peuvent, en tout cas dans un premier temps, on essaie dans l'entreprise de trouver une solution. Deuxièmement, peut-être aller au niveau de l'inspection du travail. Eux également, ils sont dans la réconciliation. Je pense que quand il y a conflit, il faut d'abord chercher la réconciliation. Je pense que l'avocat, c'est un dernier ressort. Le contentieux social, le conflit social est, je dirais pas très sérieux et très... En tout cas, c'est un conflit à ne pas très vite confier à un avocat. Je pense que l'avocat n'est pas la personne appropriée dès qu'il y a conflit pour le saisir, pour la saisir. Je ne pense pas que ça soit la personne appropriée. Les mécanismes de réconciliation existent et les entreprises gagneraient même à mettre en place ces mécanismes de réconciliation parce que les conflits existeront, mais il faut les régler. Je pense que En effet. et souvent c'est des conflits qu'on peut régler. Souvent les gens partent ont des préjugés et ils sont dans une position défensive, d'agressivité même, alors que c'est des petits problèmes qu'on peut régler. C'est des problèmes qu'on peut solutionner. Je pense qu'il n'y a pas de problème où on ne peut pas, en tout cas, solutionner dans le monde du travail. Je ne le pense pas. En effet. Alors, saisir le tribunal du travail au Sénégal. On va au prud'homme sénégalais. Saisir le tribunal du travail. Quel coût et quel délai en moyenne au Sénégal? Bon, je n'ai pas les chiffres en tout cas pour me prononcer sur les délais, mais je pense que parfois je me rends compte que c'est long. C'est long. Il y a des cas en tout cas particuliers que je connais et je trouve que c'est long. D'où l'intérêt de régler à l'amiable d'abord les problèmes. Je pense que tant qu'on peut éviter la justice, il faut l'éviter. La justice existe, c'est très bien, mais mieux vaut éviter d'y arriver. En effet. Monsieur Ney, j'aimerais vous poser la question de savoir, dans les entreprises, on parle de syndicats, on parle de délégués du personnel. Quelle différence peut-on faire entre ces deux? Non, on peut être délégué du personnel sans pour autant être syndiqué. Parce que les syndicats, c'est des organisations des travailleurs qui peuvent en tout cas regrouper dans une branche. Ok. Donc on peut, alors que les délégués du personnel, c'est les représentants des agents. Ok. Donc on peut être délégué du personnel et n'être dans aucun syndicat. En effet, en effet. Dans aucun syndicat. Mais c'est bien d'être syndiqué parce que comme que les syndicats sont reconnus par la loi, les syndicats sont reconnus par la loi, c'est des instances qui sont très puissantes, en tout cas dans la revendication. Donc si on est syndiqué, ça peut bien nous représenter et on peut en tout cas y gagner. Mais le problème qu'on a ici au Sénégal, c'est que les syndicats ont un peu perdu de leur vitalité. Et c'est pas toujours renouvelé. Le monde du travail se rajeunit, mais le syndicalisme ne se rajeunit pas. Ne se rajeunit pas.
si vous voyez ceux qui sont dans les syndicats, ils dépassent même mon âge, moi. Alors que moi, aujourd'hui, dans le monde du travail, je commence à vieillir. Si je vous dis que dans l'entreprise que je travaille, je fais partie des 10 qui sont plus âgés, ça prouve qu'aujourd'hui, le monde du travail, c'est carrément rajeuni. En effet. Donc, alors que le syndicalisme, vraiment, je trouve, j'entends des noms, je trouve qui, moi, quand je commençais à travailler, étaient déjà très connus dans le monde du syndicalisme et qui sont toujours présents. Donc, le syndicalisme, je ne pense pas qu'il prenne en charge carrément les ambitions des jeunes travailleurs. Le monde du travail, c'est rajeuni, mais malheureusement, le syndicalisme ne s'est pas rajeuni. Ah. Le monde du travail s'est rajeuni, mais malheureusement, le syndicalisme ne s'est pas rajeuni. Une dernière question avant votre mot de fin. On parle de délégué du personnel dans les entreprises. Est-ce que le délégué du personnel, il est protégé par la loi? Oui, par le droit du travail? Oui, il est protégé par la loi. Par exemple, on ne peut pas licencier le délégué du personnel sans autorisation de l'inspection du travail, du ministère du Travail. Ça, c'est une protection. Ces heures de de délégation sont payées. Donc, c'est encadré en tout cas par le Code du travail. Il n'y a aucun mal à être délégué du personnel. Je pense que les gens d'habitude ont tendance à fuir cette mission. En effet. C'est une mission noble de représenter ses pairs, d'échanger avec la direction générale pour défendre, pour protéger en tout cas ses pairs. Je pense que c'est une mission noble. Mais bon, on a tendance à croire que dès qu'on est délégué du personnel, après, tu dois organiser une grève, donc après, il y a tension avec la direction générale. Mais les délégués du personnel doivent participer à l'essor de l'entreprise. En effet. Ils sont beaucoup plus proches des employés, donc ils peuvent être en tout cas la voix des employés pour améliorer les conditions de travail. En effet. Donc, c'est vraiment une richesse de connaître le droit du travail. C'est un avantage. Alors, le seul conseil à retenir, en boucle avec l'essentiel. Si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner à tous les salariés qui nous écoutent en ce moment même à la radio communautaire Baobab FM, ce serait lequel? Ne jamais rester dans le flou. Tout accord de travail doit être compris. Doit être compris et même écrit. En effet. C'est le conseil que je donnerai aux travailleurs. En effet. Ne jamais également travailler à l'aveugle. Ce qui n'est pas écrit peut se retourner contre vous. En effet. Là, il faut le travailler. Ce qui n'est pas écrit peut se retourner contre vous. Il faut être transparent dans le monde du travail. Tout doit être écrit, tout doit être compris, tout doit être clair. En effet, donc la preuve écrite est toujours la meilleure. C'est toujours mieux d'avoir une preuve écrite, et ce dans tous les contrats que vous pouvez signer. C'est toujours mieux d'avoir un écrit qui justifie. C'était un plaisir, c'était un véritable plaisir de vous recevoir à la radio Baobab 89.2 Dakar. Monsieur Ney, c'est un grand honneur d'avoir une personnalité comme vous, une personne responsable d'une banque, responsable à la banque, responsable du capital humain, donc chez Coris Banque International Sénégal, et en même temps juriste de formation. Donc il fait les deux en même temps. Cela montre combien il aime le travail, cela montre combien il est déterminé et combien il connaît les réalités, les réalités de notre société. Alors, chers auditeurs, nous vous encourageons à ne pas seulement rester dans vos lieux de travail, mais à connaître vos droits, même dans vos lieux de travail, à connaître vos droits, les droits que vous avez dans la société, les droits que vous avez partout où vous pouvez aller.
Ça a été un réel plaisir d'animer cette émission en ce jour. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle rubrique de l'émission Au nom de la loi. Bonne journée à tous. Radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter la radio comme avant, comme avant. Plus jamais d'écouter